Bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir débuter ce temps d'échange. Je vais commencer par me présenter très rapidement. Du coup, je suis Quentin Thomas, je suis responsable biodiversité chez Engage. Engage, on accompagne les citoyens et les organisations à saisir des enjeux sociaux et environnementaux. Parmi eux, évidemment, la biodiversité. Et pour cela, on crée des programmes et des outils d'engagement collectif pour construire en fait une société à la fois participative, écologique et prospère. Et le MOOC fait partie de ces outils. L'idée, en fait, c'est avec le MOOC d'avoir une plateforme qui est en continu, accessible gratuitement, mais de faire aussi des sessions, ce qu'on appelle des sessions synchrones, où on peut se retrouver pendant des temps d'échange avec des intervenants ou des temps d'intelligence collective. C'est évidemment ce qu'on fait pour ce lancement, cette première session synchrone. On en fera également, je pense, 1 à 2 fois par an, euh, tout au long de la vie du MOOC. L'idée de ces temps d'échange avec des intervenants, c'est de pouvoir en fait créer un format de classe inversée. Vous nourrissez à la fois des vidéos, des contenus sur la plateforme. Et l'idée, c'est que après, vous puissiez prolonger cet apprentissage, le compléter en posant des questions aux intervenants. Pour ça, en fait, je vais vous inviter à poser vos questions dans la messagerie, dans le chat. Et moi, je pourrais les relayer à Marc-André au fur et à mesure. Si c'est bon pour tout le monde, Marc-André, je vais te demander d'allumer ton micro et ta caméra et de te présenter, parce que tu le fais sûrement mieux que moi. Voilà, oui, alors je ne sais pas si je le fais mieux, mais bon, moi donc, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle à Paris et j'enseigne aussi dans des universités à l'étranger, à l'université de Gdansk en Pologne et de Kunming en Chine. Disons que mes centres d'intérêt en recherche, c'est plutôt les champignons du sol et leurs interactions avec les plantes. Donc je suis plutôt biodiversité microbienne et biodiversité dans les sols. Mais d'une façon générale, j'aime bien raconter des histoires d'écologie, d'évolution et des histoires naturalistes. Pour quelqu'un qui travaille au Muséum d'histoire naturelle, c'est un peu normal. Exactement. Et tu as notamment créé la fédération Biogé, dont l'idée était aussi de continuer à diffuser et à promouvoir les sciences de la vie dans la société. Oui, c'est ça, avec cette idée que, effectivement, par rapport aux difficultés qu'on a sur des crises environnementales ou sanitaires, aujourd'hui, une des choses qu'il faut rendre aux citoyens, c'est un minimum de compréhension ou d'esprit critique dans les domaines des sciences de la vie et de l'environnement. Et la Fédération Biogé, que je préside et qui réunit plusieurs académies, dont celle de médecine ou celle d'agriculture, une soixantaine de sociétés scientifiques, et aussi tout un tas d'associations de la société civile et des associations d'entreprises aussi. Eh bien, cette fédération, elle se bat à la fois pour montrer que nos disciplines offrent des solutions, auprès des décideurs. On fait très souvent des tribunes, on en a fait sur le sol, on en fait bientôt une on en a fait aussi sur la nature en ville, et aussi auprès du ministère de l'Éducation nationale, parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de sciences de la vie et de l'environnement. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a dans le MOOC, par exemple. Les premiers pas vers ça ne figurent pas au programme du primaire, par exemple. C'est bizarre, pour des gens qui vont être vivants et environnés, on ne les forme pas à ça, la science de la vie et de l'environnement. Voilà, et donc ce MOOC, c'est une super occasion de me remettre, finalement, de recréer un lien, de reparler un peu du monde vivant autour de nous. Totalement. Alors, je vous invite du coup à poser vos questions dans la messagerie, le temps que les premières à Marc-André, le temps que les premières questions arrivent, Marc-André. Euh, dans la première partie du MOOC, on parle beaucoup de… Ah bah non, il y en a déjà une. Alors, on a appris qu'il y avait une crise majeure de la biodiversité. Il faut que le problème soit global. Alors, essayez de faire des questions un peu courtes, parce que sinon, ça va être un peu long à la lecture. Pouvez-vous expliquer ou détailler comment on apprécie le taux d'extinction des espèces et quels sont les chiffres que l'on doit retenir pour comprendre la crise en cours? Alors, comment est-ce qu'on évalue ça? Bon, alors, il y a déjà un truc, c'est qu'on ne l'évalue que dans les groupes qu'on étudie depuis un certain temps et donc pour lesquels on a des données plus anciennes, pour lesquelles on a un enregistrement dans le temps. Et ça, c'est très gênant pour des groupes comme les microbes qu'on commence à peine à étudier maintenant. La deuxième chose, et qui est sans doute la plus importante, c'est que on le fait dans les régions où on sait le faire.
et on extrapole. Donc, on se retrouve en fait avec des chiffres qui sont des extrapolations et qui, évidemment, sont des ordres de grandeur. Voilà. Donc, le bilan de tout ça, c'est que on va surtout avoir des chiffres à donner sur les animaux, sur les plantes, et qu'on va avoir beaucoup d'inconnus. Alors, l'autre chose, c'est que la biodiversité, alors je ne sais pas dans la progression du MOOC si c'est déjà clair pour tout le monde, hein, mais c'est non seulement le nombre d'espèces, mais c'est aussi la diversité génétique. Et partout où on voit qu'on a un effondrement des populations, bah, moins d'individus, ça veut dire qu'il y a moins de diversité génétique. C'est vraiment important ça, hein, parce que quand on vous dit par exemple que 80% des espèces d'insectes ont disparu en 30 ans, que 30%, pardon, 80% des insectes ont disparu en 30 ans, justement. 30% des oiseaux ont disparu en 15 ans. Ce n'est pas le pourcentage des espèces, heureusement, heureusement. C'est le nombre d'individus. Alors avec ça, il y a de la biodiversité qui disparaît, mais il faut voir qu'aujourd'hui, l'effacement de la biodiversité, c'est surtout quelque chose qui se produit dans les espèces et qui est le précurseur de l'écroulement des espèces. Ça donne un plein sens, par exemple, au fait que le livre du président du muséum, Bruno David, hein, s'appelle À l'aube de la sixième extinction, parce que c'est commencé. Il y a déjà des espèces qui disparaissent, mais on est très loin encore du cœur de ça. Pour l'instant, c'est surtout les populations qui s'effondrent. Là encore, on a des chiffres sur les animaux, on a des chiffres sur les plantes. On sait par exemple que la vitesse d'extinction aujourd'hui est 500 fois ce qu'elle était avant que l'homme n'ait les activités actuelles, parce qu'on a des enregistrements par des pollens fossiles, on voit comment des espèces ont pu disparaître. Ce n'est pas très évident, hein, c'est des estimations. Donc on voit que la vitesse de disparition des espèces s'accélère, mais ce qui s'accélère surtout, c'est l'érosion du nombre des individus et donc de la diversité génétique qu'ils représentent. Très bien, merci beaucoup Marc-André. Alors, il y avait une deuxième partie de la question qui était la faune marine et la faune terrestre, est-ce qu'elles doivent être différenciées quand on parle de cette extinction? Alors, est-ce qu'elles doivent être différenciées? C'est une question difficile. Quelque part, notre impact sur les milieux terrestres et sur les milieux océaniques n'est pas le même. On le voit bien, par exemple, avec les grands animaux. Les bisons, les aurochs, les grands oiseaux, les moas qui peuplaient la Nouvelle-Zélande, les grands marsupiaux d'Australie et de Tasmanie, ils ont disparu. Cependant que les grands animaux marins, eux, disparaissent un peu plus tard. Les baleines et les thons, par exemple, sont sur le fil du rasoir maintenant. Donc, quelque part, l'extinction de la biodiversité, elle pèse plus sur ces écosystèmes terrestres où nous sommes plus présents et que nous exploitons beaucoup plus. Elle pèse plus, dis-je, que sur les écosystèmes marins. Mais ça se manifeste partout. Et on voit très bien que la pression de l'homme sur les écosystèmes marins, notamment la pression de la pêche, est en train de s'accentuer avec des pêches de plus en plus profondes et des outils de pêche de plus en plus intensifs qui ne laissent pas grand-chose derrière eux. Du coup, ce n'est pas la même cinétique, ce n'est pas la même vitesse, le même avancement, mais finalement, on sent bien qu'un un retard près, la vitesse de disparition des espèces et l'écroulement des populations, comme je disais, est la même. Okay. J'espère que ça répond à la question. Oui, n'hésitez pas oui, vous pouvez protester. À remettre dans le chat si jamais vous avez besoin d'un peu plus de compléments. En ce qui concerne les chiffres des espèces qu'on n'a pas découvertes, le nombre d'espèces qui sont encore inconnues, et de quelle espèce ou quelle famille d'espèces il s'agit? C'est plutôt des microbes, c'est plutôt dans le monde sous-marin? Alors, ça va être dur de donner le nombre des espèces qu'on ne connaît pas. C'est vrai. Mais on peut dire deux, trois choses, hein. On peut en particulier dire qu'il y a des façons d'estimer les espèces absentes par des systèmes de règles de correspondance. Par exemple, on sait qu'en Grande-Bretagne, on a 17 espèces de champignons par espèce de plante. C'est le ratio. Donc après, vous prenez le nombre de plantes dans le monde entier et vous calculez le nombre de champignons. Attendu, si dans le monde entier, c'est le même rapport. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours le même rapport. Sous les tropiques, souvent, les propriétés des écosystèmes et leurs métriques sont différentes. On peut aussi, aujourd'hui, et c'est vrai pour le monde microbien, hein, on peut étudier les microbes qui sont présents dans une petite rognure d'ongle, ou dans une goutte d'eau, ou dans un crachat, ou dans un morceau de fesses, ou dans un bout de sol, en extrayant l'ADN
et par des méthodes dites de biologie moléculaire en repérant les organismes qui sont là par le biais de leur ADN. C'est comme ça qu'on sait qu'on a plusieurs milliers d'espèces de bactéries et de champignons dans un gramme de sol. La plupart, elles sont inconnues. Disons que quand on regarde ces ADN, on se dit, ah bah tiens, là, ça c'est un ADN d'un pénicillium. Ça doit être un cep. Ça, par contre, ce n'est pas une espèce connue, mais bon, c'est probablement une russule, ou c'est probablement un Bacteroidetes, ou c'est probablement un Azospirillum. Vous voyez, donc des noms de bactéries, de groupes de bactéries. Des fois, on découvre des groupes nouveaux. On dit, oh, bah, ça, c'est un groupe inconnu qui n'est pas très loin évolutivement des spirochètes, par exemple, mais qui n'est pas connu. Et il y a des groupes entiers qui ont été découverts comme ça, mais qu'on ne connaissait pas avant. Hein. Dans les sols, par exemple, les verrucomicrobies, ben, moi, quand j'ai fait mes études, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on sait que c'est 1 à 10% des bactéries de tous les sols du globe. C'est donc un groupe vraiment important. On finit par avoir du coup des estimations du nombre d'absents. On dit par exemple qu'on ne connaît que 1% des microbes du sol. Bon. Et avec ça, on fait des estimations. Mais alors, c'est des estimations à la louche, quoi. On dit qu'il y a entre 6 et 30 millions d'espèces de champignons. On dit qu'il y a probablement 100 millions d'espèces de bactéries. On pense qu'il y a au moins 1 milliard d'espèces de virus. Vous voyez, en mélangeant, Ouais. à la fois par des méthodes d'observation dans certains milieux, en regardant le pourcentage qu'on ne connaît pas dans ces milieux-là, et puis une fois plus par des rapports, notamment le nombre de virus, en calculant en gros combien de virus spécifiques on a par espèce de bactéries, de champignons et tout. Puis après, on fait une multiplication du nombre estimé de l'ensemble des plantes, des plantes, des bactéries, des champignons, etc. Ça marche. Ouais. J'ai une question qui me demande si l'échange est enregistré. Je vous confirme effectivement que cet échange est enregistré et on vous l'enverra en fin de Ouais, semaine. donc on ne peut pas dire de bêtises. Exactement. Tu Ça seras peut se retourner contre nous. Marc-André. Il y a une autre question qui parle plutôt quand on parle de diversité fonctionnelle. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport à cette notion? Ouais. Ça semble un peu alarmant ça semble un peu alarmant que par rapport à la crise de perte des espèces. Bon, je ne comprends pas trop, mais on parle plutôt de Non, mais diversité je vois fonctionnelle. pas. La question, c'est quand on retire des espèces, souvent, et c'est notamment vrai dans le monde microbien, il y a plusieurs espèces qui remplissent une fonction. Il y a plusieurs espèces qui ont des effets similaires sur l'écosystème. Les espèces ne sont pas complètement identiques. Mais par exemple, prenez la fixation de l'azote, la transformation de l'azote atmosphérique en ammonium et de là en acide aminé, qui permet de faire rentrer de l'azote atmosphérique dans le vivant. Et puis ensuite, quand le vivant se dégrade, ça fait du nitrate, de l'ammoniac, mais ça reste dans le monde, enfin, ça reste utilisable par les êtres vivants. Et il y a plein de bactéries qui font ça. Donc, quand on supprime 3-4 espèces qui fixent l'azote, même dans un écosystème, dans cet écosystème, il en reste qui sont encore capables de fixer l'azote. Bref, la diversité fonctionnelle, c'est la diversité des fonctions. En fait, on peut dire que la diversité biologique, c'est la diversité des espèces, mais dans les espèces, la diversité génétique qui est liée au nombre d'individus. Et, troisièmement, la diversité des assemblages d'espèces, la diversité des écosystèmes. Puis, il y a une autre approche de la diversité qui est fonctionnelle et qui dit, c'est bon, les listes d'espèces, mais en gros, il y a des fonctions, il y a des mécanismes qui se passent dans l'écosystème. Et la biodiversité, c'est aussi la diversité de ces mécanismes, quel que soit le nombre d'espèces qui soient impliquées dans l'un d'entre eux. Par exemple, respirer, il y a des milliers d'espèces qui respirent. Mais c'est une fonction, c'est une des fonctions de nos écosystèmes, c'est ce qui transforme la matière organique en CO2, en consommant de l'oxygène. Alors, cette diversité-là, elle est sujette à une redondance. Alors, redondance, c'est compliqué, parce que des fois, il y a peu d'organismes qui font cette fonction. Et d'ailleurs, il y a des fois où tous les organismes qui font cette fonction appartiennent au même groupe. Je vais prendre un exemple. Il y a un raidisseur des plantes. Vous voyez ça derrière, il y a un peu de bois derrière à l'écran. Le bois, c'est des tissus de plantes raidis, mais c'est vrai aussi des nervures, c'est vrai de l'écorce. Il y a une molécule raidisseuse qui est la lignine. C'est une molécule qui est extrêmement reliée aux autres molécules et entre elles. C'est ça qui fait que ça devient très résistant. La lignine, c'est 30 à 40% de la biomasse qui nous entoure, parce qu'il y a surtout beaucoup de bois et de tissus végétaux. Et il s'en produit 400 milliards de tonnes par an sur le globe. Et il n'y a que certaines espèces de champignons qui dégradent la lignine. Il y en a plusieurs, mais c'est toutes des espèces de champignons. Donc vous voyez qu'une fonction, elle peut être remplie par plein d'espèces de plein de groupes, plein d'espèces d'un groupe, ou quelques espèces seulement. Et donc, quand on retire des espèces, on peut finir par perdre des fonctions. Je vais vous donner l'exemple probablement le plus saillant de ça.
L'exemple le plus saillant, c'est le microbiote humain. Ah oui, parce que alors, en termes de biodiversité, justement, nous, on en abrite une, c'est la diversité du microbiote. Je crois que c'est Gilles qui en parle dans le MOOC. Non, c'est Philippe Bancola qui en parle, qui Bon. l'évoque. Alors moi, c'est un truc qui me passionne, parce que comme microbiologiste, voilà, c'est l'occasion de faire de la pub pour un livre qui s'appelle Jamais seul et qui montre comment les plantes, les animaux et les civilisations sont accompagnés de microbes bénéfiques sans lesquels elles ne seraient pas ce qu'elles sont. Bien. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde très hygiénisé. Nous mangeons des aliments cuits, surtout pas crus, bien pelés. Nous sommes traités par des antibiotiques. Nous mangeons des conservateurs, des émulsifiants, des édulcorants qui sont très toxiques pour les microbes de notre tube digestif. Bref, notre diversité, quand on la compare à la diversité qu'on peut trouver dans le tube digestif de tribus d'Amazonie qui ne vivent pas du tout à l'européenne, ou encore à la diversité microbienne qu'on trouve dans des plaques dentaires subfossiles qui datent de 10-15 000 ans, ou encore dans des crottes fossiles qui datent de 10-15 000 ans, et on arrive quand même à extraire de l'ADN, on s'aperçoit qu'on a entre 1,5 et 3 fois moins de diversité d'espèces. Et pour le coup, on a autant de bactéries et de microbes et de levures qui sont des champignons unicellulaires, mais qui appartiennent à moins d'espèces. Or, on sait aujourd'hui que parmi les causes des grandes maladies de la modernité, il y a justement le fait qu'il nous manque de la diversité de microbiote. Ces microbes nous assistent dans plein de mécanismes, la digestion, le fonctionnement de la physiologie de la mise en réserve, le fonctionnement du système immunitaire, même le fonctionnement du système nerveux. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les maladies du métabolisme, diabète, obésité, dans des maladies du système immunitaire, asthme, allergie, maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn ou encore la sclérose en plaques, ou des maladies encore du comportement et du système nerveux, je pense à Alzheimer, Parkinson ou autisme, l'une des causes, c'est, et je dis bien l'une des causes, ce n'est pas une conséquence, c'est une réduction de diversité du microbiote. Ça ne veut pas dire que tout le monde développe ces maladies dans le monde moderne, mais dans une certaine façon de vivre, des gens qui ont un certain génotype, ça va empêcher certaines bactéries de se développer et, en cascade, ça crée les symptômes. Donc, ces grandes maladies de la modernité, qui sont des maladies fort ennuyeuses parce qu'on compte qu'un quart des Européens vont être atteints de ces maladies en 2025, c'est demain 2025. Eh bien, dans ces maladies, il y a en fait une absence de diversité d'espèces microbiennes qui a fini par entraîner la disparition d'un certain nombre de fonctions, notamment des signaux régulateurs de notre développement du système nerveux et de son fonctionnement, de notre système immunitaire et du métabolisme de mise en réserve. C'est assez intéressant parce que finalement, là où la perte de biodiversité fonctionnelle nous affecte le plus, c'est en nous, c'est dans notre microbiote. En parlant justement de microbes, voire de virus qui pourraient nous affecter, il y a eu deux questions qui sont revenues sur la fonte du permafrost qui pourrait libérer des microbes qui seraient inconnus. Est-ce que à quel point ça pourrait impacter en fait à la fois l'humain, mais aussi les écosystèmes vivants? Oui, alors vous avez remarqué qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le permafrost pour trouver des choses qui menacent la santé de l'humanité. Le virus Nipah, c'est des chauves-souris qui ont été contraints à sortir de leur forêt qui étaient défrichées, où il n'y a plus rien à manger et qui ont été mangées sur des arbres fruitiers pas très loin de l'homme. Le virus Nipah, c'est un problème pulmonaire qui tue quand même bien. 80% des gens atteints sont morts, mais ça se transmet mal. Merci. Ebola, le coronavirus, c'est aussi des trucs qu'on a été chercher dans la nature, qu'on n'a pas été chercher dans les permafrost. D'accord? Du coup, cette remarque, elle est à la fois vraie et pas vraie. C'est vrai que dans le permafrost, il y a des microbes qui dorment, et notamment des microbes pathogènes. Ce que le permafrost nous a sans doute livré de plus beau, c'est des virus qui infectent les amibes du sol, c'est-à-dire ces organismes faits d'une cellule qui se déforme, et ces déformations lui permettent d'englober des proies ou de se déplacer. Donc, rien pour l'homme. Moi, je ne pense pas que ce soit une réserve de pathogènes pour l'homme, mais j'ai un peu des doutes. Mais je pense qu'en revanche, très clairement, la catastrophe du permafrost, c'est des sols qui fondent et qui sont humides et où se développent des bactéries qui font du méthane. Donc, ça va être une source de méthane colossale. C'est aussi que ces sols, quand ils fondent, il faut voir que souvent, il y avait des arbres et des plantes qui étaient enracinés dans la partie gelée et qui vivaient dans la partie supérieure du sol, qui dégelaient une partie de l'année, mais qui étaient enracinés dedans. Ce qui fait que c'est les forêts et la végétation, ce n'est pas un sol qui fondent, tout s'écroule, tout tombe. C'est des endroits qui deviennent des tas de boue. Enfin,
c'est une catastrophe paysagère aussi pour les populations qui vivent de chasse et de cueillette dans ces milieux-là. Donc, il y a plein de choses à redouter sur le permafrost, mais je ne pense pas que les maladies, ce soit là qu'on a à redouter les pires maladies. Voilà. Parlons de sol, justement. Les sols s'érodent et se détériorent de façon dramatique. Pourtant, les modèles socio-économiques, pourtant, tant les modèles socio-économiques que celui du monde de l'agriculture ne semblent pas réagir. Quelles actions vous semblent nécessaires d'engager? La réaction est lente, pourtant elle est multiple. Il y a aussi bien des scientifiques qui poussent des cris d'alerte que des agriculteurs qui décident de travailler autrement, et notamment de ne plus labourer ou de passer en bio, ce qui revient à ne plus mettre de produits issus de l'industrie, donc de pesticides d'une part, et d'engrais minéraux d'autre part. Il y a des agriculteurs qui ne labourent plus et qui couvrent leurs terres en hiver, c'est ceux de l'agriculture de conservation, par exemple, ceux qui adhèrent à l'Association pour une agriculture durable, l'APAD. Donc, il y a des prises de conscience multiples, mais effectivement, elles percolent difficilement. Elles percolent difficilement, je pense, pour deux raisons. Une qui rencontre une remarque sur la formation sur laquelle, de Hélène Lecomte, sur laquelle on reviendra après, mais c'est qu'effectivement, les gens ne sont pas à même de saisir l'importance du sol. C'est un objet trop lointain pour eux et qui ne paraît pas à la hauteur de tout ce qu'il fait. Or, il fait le climat. On a dit, par exemple, que quand on a des sols humides où il y a de la matière organique, comme dans les permafrosts qui dégèlent, eh bien, on fait du méthane, donc on peut faire de l'effet de serre. Et les sols, ils ont aussi un rôle énorme, entre autres, qui est de nous nourrir. Le sol, c'est le placenta de l'humanité, c'est comme ça qu'on mange. Et même la fertilité qui fait pousser les algues dans les océans, c'est parce que les rivières amènent des sels minéraux depuis les sols, où ils se sont produits et où ils se sont dissous, vers les océans. Donc, il n'y a pas photo, c'est vraiment un truc vital, le sol, mais voilà, les gens ne le voient pas. Et du coup, la prise de conscience, elle part lentement. Elle part d'autant plus lentement que, comme toujours, il y a des gens qui vivent, qui ont fait une industrie autour des modalités antérieures, et ces gens-là ne veulent pas que ça évolue, évidemment, c'est leur gagne-pain. Donc on a des lobbies qui poussent contre. On ne va pas citer de nom, mais aujourd'hui, on a quand même des syndicats agricoles qui sont capables de pousser un mode d'agriculture dont on sait qu'il est toxique pour la santé même des agriculteurs. Regardez les chiffres de la cohorte Agrican. On découvre que les agriculteurs, bien qu'ils aient 5% de cancers en moins que la moyenne de la population nationale, parce qu'en fait, ils vivent plus sainement en plein air, il y a des cancers comme les lymphomes et les myélomes, où ils ont respectivement... Ah, petit problème de connexion. Je crois que les lobbies l'empêchent même Marc-André de parler. Ah, c'est bon, on t'a récupéré, Marc-André. Voilà, je suis désolé, oui, il y a eu un problème sur ma connexion Internet. Oui, donc, vous voyez qu'on se trouve à mi-chemin entre une population qui a du mal à prendre conscience, parce que c'est trop compliqué par rapport aux objets qu'elle manipule et la formation qu'elle a reçue, et des lobbies qui freinent les changements. Et ça, c'est un vrai problème, une fois de plus, aujourd'hui, parce que, effectivement, nos sols, on en a besoin. Et vous savez, il ne faut pas penser que l'agriculture. Là, je termine une tribune qu'on va essayer de publier dans Le Monde pour le 5 décembre, qui est la journée mondiale des sols, avec quelques collègues de l'Association française d'études des sols. On s'alarme beaucoup de l'artificialisation des terres agricoles. Quand les villes grandissent, pensez au Grand Paris, elles recouvrent les plaines fertiles au milieu desquelles elles ont été implantées, parce qu'elles ont été implantées là où il y avait à manger. Depuis les années 70, la France a perdu 10% de sa surface agricole. 10%. C'est énorme, c'est l'équivalent de la surface de PACA. Le sol agricole qui a été recouvert par des infrastructures de transport, des zones industrielles, des zones pavillonnaires, l'extension des villes. Bref, c'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe et pour être honnête, c'est une catastrophe que les gens ne réalisent pas parce que tout le monde pense que c'est les agriculteurs qui abîment le sol. Or non, les agriculteurs ont des pratiques qui mènent à un crash des quantités de population microbienne, mais on n'a pas vraiment de preuve d'extinction. En revanche, bitumer un sol, bétonnez-le, et là, voilà, c'est les citadins qui tuent les sols. Voilà un genre de truc que les gens ne réalisent pas. Et oui, et puis on avait quelqu'un qui nous disait que même dans les formations agricoles, ça commence à changer. En parlant... Ouais, je ne sais pas si ça commence à changer. J'ai un peu peur. C'est la question qui demande si je travaille avec l'éducation, c'est ça?
Alors ça, Ouais, c'était c'est ça. celle que je voulais te poser juste après pour enchaîner. Effectivement, il y a cette question-là sur, et du coup, est-ce que tu travailles avec l'éducation nationale? Et il y en a même une autre qui parlait justement qui parlait de l'importance de sensibiliser les enfants et de dire, même en dehors de l'école, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors, ce qui est tout à fait exact, c'est qu'il n'y a pas que l'école. Et même aujourd'hui, l'école, elle n'a pas une audience comme elle a eu autrefois. Et en plus, elle a entrepris de dire que pour des raisons d'égalité entre les élèves, il ne fallait pas trop travailler à la maison, parce que là, le travail n'était pas fait de la même façon selon les milieux socioprofessionnels. Pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais enfin, le bilan est là, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi besoin d'autre chose. Alors, on a besoin de quoi? On a besoin de gens qui font des vidéos sympas sur Internet, on a besoin de gens qui fassent des contenus marrants. Bon, pour le sol, par exemple, j'ai publié un gros livre sur le sol qui s'appelle L'origine du monde. Bon, c'est un pavé de 250 pages, c'est raconté pour un grand public, c'est vulgarisé, mais tout le monde n'a pas envie de se farcir un livre, bien qu'il y ait quelques illustrations sur le mode humoristique. Dans le même temps, j'ai publié aussi avec un, un auteur de BD belge, alors j'allais dire presque bien sûr, ils sont pratiquement tous belges, c'est une mode en Belgique. Mathieu Burnia, il a fait un scénario génial, une aventure épique dans laquelle on découvre le sol. Cette BD sous terre, elle s'adresse à des publics différents, notamment des publics jeunes qui vont lire ça, pas à l'école bien sûr, mais plutôt après l'école. Le muséum avait fait, je file l'exemple des sols, parce que ça a été un de mes travaux ces derniers temps. L'école, elle a aussi, pardon, le muséum a aussi fait une exposition, l'Odyssée sensorielle, qui est maintenant terminée, mais où il y avait des salles où on était immergés dans des écosystèmes. Et bruit, son, odeur, c'est tout. Puis il y avait une salle de débriefing vers la fin, mais ça, c'était pour plonger les gens dans des écosystèmes. Et il y avait une salle sur le sol. Donc, il faut vraiment utiliser plein de moyens différents. Il n'y en a pas qu'un seul. Et l'école n'est pas le seul moyen. Je dis, ayant fait partie des commissions de programme, moi, j'ai mis du sol en seconde, puisque c'est la dernière année où il y a des SVT. J'ai mis du sol avec les collègues qui étaient dans la commission, mais là, j'avais vraiment appuyé pour qu'il y ait du sol à travers la question d'où vient l'alimentation. Là, on découvre la ferme et l'activité agricole, et ensuite, derrière, ça vient du sol. Et on recommande une sortie en exploitation agricole en seconde. Bon, ce n'est pas toujours fait parce qu'il y a pas toujours d'argent, puis de toute façon, en seconde, il y a 1 heure et demie de SVT, de sciences de vie et de la terre, donc ce n'est pas beaucoup. Et là, j'en viens au vrai problème, qui est le problème de la Fédération Biogé, qui est de dénoncer le scandale absolu d'une ringardise tétanisante qui consiste à continuer à former les gamins avec les équilibres de discipline d'avant. Voilà, ils sont moins bons en maths, on leur met plus de maths. Ils ne sont pas bons en orthographe, on leur donne plus d'orthographe. On est en train de refaire les mêmes gens que ceux qui ont fait des catastrophes sanitaires et environnementales. On est dans la merde pour les 25-30 prochaines années. Et on se trompe bien dans la merde en se gardant surtout, d'aborder la place de l'enseignement des sciences vivantes et de la Terre, qui sont par exemple complètement absents. Il n'y a pas de programme au primaire. Et en oubliant complètement que l'outil, ce n'est pas de remettre plus de chaque matière, c'est surtout que les matières travaillent ensemble autour d'objets, et qu'en particulier, les sciences du vivant et de la Terre, leurs objets ne leur appartiennent pas. La sexualité, par exemple, elle a des répercussions dans le domaine des lettres. Il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire sans mathématiques. Le climat, il n'appartient pas aux sciences de la vie et de la Terre, il appartient aussi à la physique-chimie. On a besoin de ces physique-chimie pour l'aborder. Donc, il y a tout un tas d'interfaces à créer, et au lieu d'avoir des programmes qui se déroulent séparément dans chaque discipline, il faut avoir des programmes qui, chaque année, créent des liens entre disciplines sur certains objets pour permettre d'aborder ces objets par le truchement des méthodes de plusieurs disciplines. Ça s'appelle l'interdisciplinarité, et il y en a marre que, moi, depuis que je suis né, j'entends parler d'interdisciplinarité, je ne la vois pas. Je la cherche partout, mais je ne la trouve pas, je ne la vois pas. On continue à faire des programmes séparés. Or, si on fait résonner l'objet entre plusieurs disciplines, non seulement on l'étudie plus finement parce qu'on a une batterie, vous voyez, quand on étudie le climat en histoire, en sciences de vie et de la Terre et en physique ou en chimie, on a une lecture plus fine de ça et de son changement avec l'histoire. Mais en plus, aussi, il y a un petit détail, c'est que les gamins, ils sont déjà plus ou moins sensibles à une discipline et il y a d'autres disciplines qui ne leur parlent pas. Si un objet est abordé par plusieurs disciplines, vous augmentez la probabilité que l'une d'entre elles, au moins, lui donne envie de s'intéresser à cet objet. Bref, on vit dans un monde aberrant où, alors que l'éducation est stratégique, on laisse des lobbies se battre pour des heures et capter des heures et on ne met pas du tout nos impôts, et c'est une grande partie de nos impôts, au service d'une génération qui serait construite pour ne plus refaire les erreurs passées et qui, par exemple, comprendrait parfaitement ce qui est stratégique dans un sol, ou qui ne penserait pas que la diversité, c'est le nombre d'espèces animales.
Oui. et que c'est très bon pour la nature qu'il y ait de la diversité. Non, non, la nature, on s'en fout. C'est nous qui avons besoin de cette diversité. La diversité des microbes du sol, c'est la diversité des antibiotiques qu'on peut trouver. C'est tout. Voilà, je m'énerve un petit peu, mais Non, mais je m'énerve parce que là, on a publié un manifeste avec la Fédération Biogé dimanche. Le journal du dimanche nous a ouvert ses colonnes, on a fait une petite tribune. J'ai passé 2 jours à essayer de contacter les journalistes d'Europe 1, de RTL, et on m'a dit, oh là là, c'est intéressant, c'est intéressant. Puis il y a un petit capital de sympathie, en plus des scientifiques qui se battent et qui lancent des trucs en ce moment, bah, c'est un peu mode. On dit, ah ouais, ouais, non, c'est intéressant, mais alors, c'est le début de la Coupe du Monde de football, alors je ne sais pas si ça va être possible. Et bilan, rien n'a été possible, nulle part. On est tous noyés comme des toutous à suivre la baballe, sans regarder que cette baballe, derrière, il y a, pour ne parler que de cette Coupe du Monde, 6500 morts, 200 milliards de dollars investis, ce qui est 10 fois plus que les autres Coupes du Monde. Et avec ça, on aurait pu foutre des programmes sur l'environnement ou la santé colossaux. Je suis un peu effrayé parce qu'en fait, je vais vous dire, ce qui s'est passé pendant la vie ce week-end, c'est qu'en fait, j'ai bien vu mon impuissance à changer les choses, et même collectivement, puisque la Fédération Biogé, je dis peut-être un peu trop au jeu, on est quand même voilà, une soixantaine de structures qui représentent les sciences du vivant et de la Terre en France. Je m'énerve, mais peut-être que c'est ce que je dis de plus important aujourd'hui. C'est faites quelque chose pour que vos enfants ne soient pas trempés dans la même bouillasse merdique que celle où nous, on s'est roulé par les gestes de consommation qu'on a eus. Voilà. Un cri d'alarme, oui, un cri d'alarme passionné, mais j'ai vu qu'il y avait une ancienne institut il y a plusieurs personnes qui sont totalement d'accord et qui trouvent ton coup de gueule, entre guillemets, très, très juste. J'ai vu une petite question passer en parlant des enfants. Tu dis dans le MOOC, à un moment, tu goûtes un champignon et tu dis que tant qu'on ne les avale pas, c'est pas dangereux. Est-ce que c'est vrai du coup et pour conseiller ça aux enfants? Totalement vrai. Totalement Alors, vrai. le problème des enfants, c'est que s'assurer qu'ils n'avalent pas, bah, il faut C'est qu'ils aient ça. un certain âge. C'est compliqué. Mais vous savez, les gamins, ils n'attendent pas que vous leur donniez l'autorisation de. Moi, j'en ai un de 2 ans et demi là, qui fait des bruits dans la salle à côté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre ça. Ils ne me demandent pas avant de goûter les trucs, hein. Donc, le problème, il est réellement posé indépendamment de ce que j'aurais pu en dire. Mais la réalité est qu'il n'y a pas de toxicité par contact chez les champignons. Donc, on peut les goûter tous, et comme je le dis dans le MOOC, les mycologues ne s'en privent pas parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont difficiles à séparer les unes des autres, et parfois des petites odeurs ou surtout des goûts particuliers, ça aide à. Voilà. Alors, vous pouvez goûter absolument tous les champignons si vous goûtez la manite phalloïde, mais vous recrachez, hein, vous recrachez plusieurs fois pour bien rincer. Vous verrez que c'est un très bon champignon. Vous ne risquez absolument rien si vous n'avalez pas, et vous comprendrez pourquoi les gens ils finissent le plat, hein, et qu'ils en meurent. C'est très bon. Donc, ils absorbent toutes les toxines et c'est fini. Il y avait une question qui portait. Alors, est-ce envisageable de faire travailler des microbes, bactéries, champignons pour fabriquer du sol à partir de la roche-mère, en accélérant les process de décomposition de cette roche-mère? C'est déjà ce qui se passe dans les sols. Les sols, la libération de fertilité par altération de la roche, c'est un processus qui se passerait de façon physico-chimique, bien sûr, hein, il n'y a pas de problème. Mais dans le sol, il se passe 10 à 20 fois plus vite, 10 à 100 fois même plus vite, parce qu'il y a des microbes qui se déposent sur les pierres, qui font ce qu'on appelle des biofilms, des petites croûtes, où ils retiennent l'eau, ils produisent localement de l'acidité, ils dissolvent la roche plus vite, notamment pour récupérer un certain nombre d'éléments utiles. Donc c'est déjà ce qui se passe. Et donc, quelque part, on peut peut-être envisager de l'accélérer. Oui. Mais moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, un sol fertile, ça ne se fait pas en 10 ans, 15 ans. Un sol vraiment fertile où on récolte beaucoup, alors on peut en faire un peu quand on fait un pot de géranium ou des trucs comme ça, mais un sol fertile sur des hectares, ça, il n'y a pas. C'est 1000 ans. C'est une des raisons pour lesquelles il faut protéger les sols, pour protéger ce qu'ils contiennent. Et quand tu parlais tout à l'heure d'artificialisation, une fois qu'on a bétonné, si on enlève le béton, ça se régénère un sol comme ça? Il y a moins de vie. Souvent, on découvre des pollutions aux métaux lourds ou aux hydrocarbures qui vont être problématiques à traiter. Souvent, il n'y a plus de matière ionique, et puis elle a souvent été décapée, donc souvent ce qui reste, hein, c'est le fond du sol. Et donc, il faut remettre la matière ionique, et avant que tout ça, ça se remélange bien pour faire quelque chose de fertile, ben, il y a quelques décennies au moins à attendre. Mais
ça rejoint l'idée que de toute façon, on va intervenir dans ces écosystèmes parce qu'on fait de la nourriture, on va les modifier, mais ce qu'il faut, c'est qu'on choisisse la façon de les modifier qui préserve le plus de fonctions. Et c'est peut-être aussi une façon de vous dire quelque chose, c'est que moi, la disparition de la biodiversité ne m'inquiète pas pour la biodiversité. Elle m'inquiète en revanche pour l'homme. Je m'explique. Il y a eu plusieurs crises. Elles ont été moins rapides et sans doute moins importantes que ce qui nous attend. Pour l'instant, on n'est pas encore dans la crise actuelle en termes de nombre d'espèces. On est loin d'en avoir massacré autant que les crises biologiques précédentes. On en a trouvé une septième là. Récemment, il y a un candidat, une septième extinction qui est apparu dans la littérature. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est très rapide, c'est la première chose. Et surtout que l'homme n'est pas à même de remplacer les espèces. Donc finalement, l'homme vit dans un monde appauvri en espèces. Et c'est paradoxal parce que l'homme a recruté, que ce soit des microbes, des animaux, des plantes, par le processus de domestication qui se cache derrière le fer un fromage, qui se cache derrière la vache, qui se cache derrière le blé. Il n'arrête pas de recruter des espèces et il continue encore. On a recruté des virus pour faire des vecteurs de vaccins. Les vaccins ARN sont, pour le AstraZeneca par exemple, ils sont transportés par des virus qu'on élève pour ça, dont on remplace le contenu par l'ARN qu'on va injecter dans les cellules. Donc ça, c'est une domestication virale récente. Alors même que l'homme est le champion du monde parmi toutes les espèces de l'utilisation des autres espèces, il est en train de les faire disparaître. Moi, ce que je pense, c'est que, pour revenir à ce que je disais au départ, la biodiversité, elle se remet toujours d'une crise, et s'il vous reste quelques espèces, ça vous refait de la biodiversité, attendez 100 millions, 200 millions d'années, et vous aurez de nouveau des trucs qui courent, des trucs qui rampent, des trucs blanquinage, enfin, il n'y a pas de problème. En revanche, nous, on perd la capacité à utiliser ça, et on perd notamment la fameuse biodiversité fonctionnelle qui fait le monde dans lequel on peut vivre et produire notre alimentation. Le vrai problème, c'est pour l'homme. La biodiversité, moi, je ne suis pas inquiet pour elle. Je pense qu'on n'arrivera jamais à exterminer tout le vivant. Vous savez, l'impact qu'on va avoir sur les bactéries qui vivent par 10-12 km de fond dans les roches, en Occident des roches, cette biodiversité-là, alors là, elle est assez inconnue. On rend compte que dans chaque kilomètre cube de roche, jusqu'à ce que cette roche atteigne la température de 120 degrés, mais quand on descend, jusqu'à ce que la température atteigne 120 degrés, vous avez 7,5 tonnes de microbes par kilomètre cube de roche. Ce qui fait qu'en fait, d'ailleurs, vous avez 2 fois plus de microbes dans les roches qu'en surface du globe. Cette diversité-là, on n'est pas prêt de l'abîmer. Et si on massacre tout la surface de la Terre, demain, il y a des trucs qui sortiront et qui vont coloniser ça. Non, moi, je ne suis pas inquiet pour le vivant. Il y avait une question tout à l'heure qui parlait du coup surtout sur au-delà de l'homme, mais aussi du coup des espèces un peu plus grandes, un peu plus grosses. Est-ce que c'est le cas aussi là dans cette 6e extinction? C'était le cas dans les dernières, que les Excuse-moi, plus grosses je n'ai pas espèces, suivi la question. Oui. que les plus grosses espèces et les plus grandes sont les premières à disparaître et les plus impactées par cette extinction. C'est faux si on a compris ce que c'était que le microbiote. Alors, je vais prendre l'exemple du rhinocéros blanc parce qu'il est intéressant. Il reste 2 femelles. Il n'est pas éteint. Mais là, vous voyez vraiment le moment où la chute de population commence à être problématique, parce qu'en fait, il est mort déjà, virtuellement. Quand le rhinocéros blanc disparaît, moi, je vois disparaître le microbiote du rhinocéros blanc. Alors là-dedans, dans le microbiote du rhinocéros blanc, il y a des Escherichia coli. Il y a aussi dans mon tube digestif. L'espèce n'est pas en voie de disparition. Après, la diversité génétique des Escherichia coli adaptés au rhinocéros, elle, c'est la fameuse diversité génétique, c'est un peu gênant. Mais il y a des espèces qui sont propres au microbiote du rhinocéros blanc et qui vivent que là. Elles sont rayées de la carte. Donc, même s'il était vrai qu'aujourd'hui, on a surtout des disparitions de grands animaux, de toute façon, ça voudrait dire qu'il y a aussi des disparitions de microbes et que donc il n'y a pas surtout des disparitions de grands animaux ou de grandes plantes. Non, non, et il y a des petits organismes qui disparaissent. Et d'ailleurs, un exemple, c'est qu'on a éradiqué la variole. Alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais voilà. Non, non, donc je pense que c'est important de se dire que même les microbes sont affectés aujourd'hui, même si dans la question, il y a un truc qui est vrai, c'est que les populations de microbes sont toujours plus grandes, puisqu'ils sont plus petits, avec une même quantité de ressources, on fait plus d'individus microbes que d'individus éléphants blancs, pardon, rhinocéros blancs. Donc c'est vrai que c'est plus difficile d'éradiquer une population de microbes, complètement, et d'éteindre une espèce de microbe. Enfin, si on retire ce qu'elle mange, ou ce dans quoi elle vit, comme le rhinocéros blanc, c'est fait. Il y a
avant de parler un peu de philosophie. Et pardon, une dernière chose, c'est que Oui, comme on étudie peu les microbes, ben, on ne documente pas d'extinction, mais c'est plutôt par défaut d'études et de connaissances. ouais, Ok. C'est vrai que si vous mettez le couteau sur la gorge en me disant montre-moi un microbe qui a disparu, bah, vous savez, j'ai beau y penser, je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner un nom. ça échappe un peu à nos sens. Il Et y à a- notre connaissance. C'est ça. Il y avait deux questions qui concernaient la production d'énergie. Est-ce que toi, tu as une idée des énergies qui impactent le moins la biodiversité? Puis il y avait une deuxième question qui parlait de la production d'énergie par la biomasse. Et cette personne s'inquiétait en fait que cette biomasse, en fait, elle ne va pas être injectée dans le sol et que ça pourrait être en fait un problème, euh, une solution pour le climat qui pourrait être un problème pour la biodiversité. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la production d'énergie, mais enfin, tout ce que je lis me laisse penser qu'il faudrait qu'on en consomme moins, déjà, premier point. Et deuxièmement, il nous en faudra toujours, et la question, c'est comment on la produit. Alors, par rapport à la biodiversité, il n'y a pas de problème, le nucléaire, c'est bon, à court terme. Le problème du nucléaire, c'est qu'à long terme, la gestion des déchets radioactifs, ce n'est pas forcément la joie pour beaucoup d'espèces qui ne sont pas capables de survivre à des taux de radioactivité élevés, et c'est quand même le cas de la majeure partie des espèces. C'est quand même des bactéries assez spécialisées qui savent faire ça. Donc voilà, pour le reste, moi j'aime bien l'éolien et l'hydrolien, mais je sais bien que c'est des hachoirs à bestioles, par exemple. Et donc, il faut choisir où on les met. Typiquement, il y a un champ d'éoliennes qui a été promis à l'embouchure du Rhône. Et alors, je ne sais pas où on en est, mais il y a une grosse action qui a été entreprise par les défenseurs de l'environnement parce que c'est un des couloirs de migration des oiseaux. Donc, ce n'est pas là qu'il faut mettre ces éoliennes. Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne fera jamais d'omelette sans casser deux. D'accord. L'idée, c'est d'avoir un mix, être capable, quand on a une forme d'énergie qui est impactante localement, comme les hydroliennes et les hydroliennes, de les affecter à un endroit et d'avoir par ailleurs une continuité de zone où il n'y a pas cette pression-là et où les espèces sont moins menacées et peuvent circuler. Vous voyez, c'est une question d'aménagement du territoire. Quand il y a des choses, des hachoirs à oiseaux ou des catapulteurs de chauves-souris comme les éoliennes, il ne faut pas les mettre partout, il faut les mettre en îlot. Et on ne fera pas d'omelette sans casser deux, je le disais tout à l'heure à propos du sol. La question, c'est de casser le moins d'œufs possible. Et pour le nucléaire, là, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, quelque part, il y a un truc qui est un peu irresponsable dans le nucléaire qui consiste à confier aux générations suivantes la gestion de nos déchets. C'est pas sympa, ça. Et on ne sait pas si elles pourront. Elles ne sont pas forcément des structures sociétales à même de les gérer. Or, même dans des sites d'enfouissement définitif, il faut quand même veiller un petit peu à ce que la radioactivité ne sauve pas et que l'état du stockage soit à même de laisser tranquillement la matière radioactive se refroidir. Donc, il y a une Enfin, dimension se morale. décomposer en termes de radioactivité. Il y a, Donc voilà, je n'ai pas de bonne solution. Et ce que je pense, c'est que comme il n'y a pas de bonne solution, il faut un panel, il faut regarder où on le fait pour limiter l'impact et surtout consommer moins d'énergie. aussi, Ça, ça passe par la sobriété, effectivement. Il y a une question qui portait plus sur la philosophie. Une majorité de personnes dans le monde pensent que la nature leur appartient. N'y a-t-il pas une réflexion philosophique à initier pour évoluer sur ces sujets de biodiversité? Qu'est-ce que tu en penses? si la notion d'appartenance était complète, ce ne serait pas juste je fous la main dessus, je détruis tout et je m'en vais. Ce serait l'idée que c'est un patrimoine qui nous appartient à tous et qui appartient donc aussi à nos enfants et qu'on doit transmettre. Donc, le problème, ce n'est pas de penser que la nature nous appartient, c'est de le penser en toute conséquence comprise. OK? Dans quel cas, je veux dire, ma maison, elle m'appartient. Je ne vais pas griffer les murs, détruire la collection de CD, arracher les vêtements, pour autant. J'essaie de l'entretenir pour que les générations suivantes l'aient ou aient l'argent de la vente de cette maison. Donc, l'appartenance, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'exploitation. Et aussi un concept qui manque beaucoup, qui est le concept de capacité biotique. Et ça, c'est un truc que l'écologie peut apprendre et qu'on devrait apprendre aux petits, c'est que sur une quantité de ressources, eh bien, on peut faire se développer des utilisateurs en nombre limité. Voilà. Vous savez, les lemmings, hein, alors les lemmings, c'est une grande légende, c'est qu'ils se suicident en groupe. Alors, ça ne marche pas du tout, hein, ça c'est un documentaire pourri, un exemple de mauvaise vulgarisation pour le coup, des studios Walt Disney qui, dans les années 50, avaient montré ça, et notamment en filmant des lemmings qu'on avait foutus à la balle et on poussait par derrière, hein, donc ils tombaient dans l'eau, évidemment.
En réalité, les lemmings, ces petits rongeurs, ils ont des dynamiques de population où, tant qu'ils peuvent se reproduire, ils se reproduisent, et à la fin, ils n'ont plus rien à manger, ils crèvent. Voilà, ils crèvent. C'est tout. Et la population s'effondre. Les lemmings, ils supportent en fait la notion de capacité biotique. C'est que quand ils prolifèrent, il y a un moment, il n'y a plus rien à manger, et voilà. Et ça, l'homme ne réalise pas ça. Bon, la capacité biotique, c'est directement lié à l'idée du jour du dépassement. Le jour du dépassement, en fait, vous avez utilisé les ressources que vous pouvez utiliser en un an, et quand vous en utilisez plus, en fait, vous démolissez le système et sa capacité à faire des ressources ensuite pour l'année suivante. C'est ça, le jour du dépassement, c'est qu'aujourd'hui, on aurait besoin, nous, notre jour du dépassement, je crois qu'il est en mars, hein, on aurait besoin de... Donc, on bousille tout en un gros trimestre, hein, on aurait besoin de 4 terres. Si tout le monde vivait comme les Français, on aurait besoin de 4 terres. Alors, heureusement, il y en a qui vivent plus frugalement, mais au total, le jour du dépassement, maintenant, il est à peu près à la moitié de l'année. Et ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'on a besoin de 2 terres. Et comme on n'en a qu'une, quand on continue à prélever au-delà de ce que... Voilà. Imaginez, c'est comme quand vous avez un pommier, vous bouffez toutes les pommes, et à un moment, vous avez encore moins faim, vous bouffez les bourgeons. Vous allez manger. Mais l'an prochain, il y aura moins de pommes. C'est ça qu'on est en train de faire. Et cette notion de capacité biotique, qui est la façon obstinée dans les écosystèmes nous disent non, la croissance, c'est une illusion, voilà. Notre vrai problème, là, c'est d'arriver à ancrer dans les cervelles, dès le départ, cette notion de capacité biotique. L'idée qu'il y a un nombre maximal d'individus d'une espèce en fonction des ressources dans un milieu, et que nous, on est une espèce comme les autres. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous citer, excusez-moi, là, je suis savant avec des livres, en l'occurrence, le livre que j'écris en ce moment, Doctus cum libro, je suis en train d'essayer de vous retrouver la citation effrayante que j'ai trouvée de Jean-Baptiste Say, un grand économiste, un proto-libéral, hein, du début du XIXe siècle. Et Jean-Baptiste Say nous écrit. Alors, petit moment, voilà. Oui, ces dates, c'est 1767-1832. Les richesses naturelles sont inépuisables. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne font pas l'objet des sciences économiques. Et bam, encore un manque d'interdisciplinarité, genre c'est pour les autres, hein, naturalistes, battez-vous sur les restes, là. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le début d'une pensée en silo, et c'est surtout une pensée qui n'a pas du tout intégré. Mais bon, vu les connaissances de l'époque, je ne jette pas la pierre. Hein. L'homme qui fait ça, il voit un monde et il dit, bon, à l'époque, c'est vrai que on ne consomme pas plus d'une terre par an, on ne la consomme même pas en entier. J'avais vu un truc qui disait qu'au début du 19e siècle, le jour du dépassement, il était 3 ans plus tard. 3 ans après que l'année soit terminée. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, ce chiffre, mais à l'époque, il n'y avait pas de problème. On avait largement de capacité biotique. Mais aujourd'hui, il faut absolument former les jeunes avec cette vision de la capacité biotique encapsulée dans leur crâne dès le début, comme un des mécanismes essentiels de l'écologie. La capacité biotique, c'est la quantité d'une espèce qu'on peut mettre dans un milieu donné ou sur une planète donnée. La Terre, par exemple. Ces questions aussi, après, qu'on retrouve à plus long terme de limites planétaires, et plus globalement de limites, que ce soit à l'échelle d'une entreprise ou d'une économie. Mais tu vois, s'ils ont baigné dès le départ dans tout un tas d'exemples où on leur montrait, tu vois, là, les limites, cette notion de limite devient innée. Un peu comme, par exemple, je ne sais pas comment il faut faire, parce que moi, je ne suis pas un pédagogue pour les petits. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir de l'âge de 12 ans, il n'y a pas un gamin à qui viendrait l'idée de se déshabiller et de faire pipi en public. Ça s'appelle les tabous. Et les tabous, ça se crée en dégageant par l'observation des choses qui ne se font pas. Et il y a un petit peu ça aussi dans mon idée. Mais ça se fait avec les plus jeunes. Ah, dommage, au primaire, il n'y a pas d'ambition, il y a 2 heures de sciences, mais on sait qu'elles sont faites que dans 20% des classes. Et puis, il y a une bonne raison pour ça, c'est que beaucoup des professeurs des écoles, qui sont des gens pour lesquels j'ai le plus grand respect et qui ont un métier quand même sacrément difficile. Je ne suis pas en train de cracher sur eux, mais ils sont issus des domaines littéraires ou des sciences humaines, et ils n'ont pas la formation pour le faire. Donc, en gros, on peut leur demander tout ce qu'on veut, de toute façon, ils ne savent pas le faire. Et les choses que suggère la Fédération Biogé, c'est que ceux d'entre eux qui ont ces fonctions deviennent des pilotes pour les autres,
et qu'éventuellement, moyennant formation, on rabatte des gens du secondaire vers du pilotage et de l'aide au primaire. Voilà. Parce que là, on a un vrai problème aussi de formation des formateurs. Oui, c'est ce que tu disais, ça se recoupe à ce que tu disais tout à l'heure. Il y avait une Je me question, répète, pardon. non, il y avait une question en plus qui disait quelle serait ta priorité absolue pour préserver la biodiversité. Est-ce que ce serait celle-là du coup? Ben, voilà, bon, je ne vais pas me répéter encore en disant Non. l'enseignement, mais après, je pense qu'il y a la gestion rationnelle de notre consommation. Parce que, vous savez, il y a un chiffre, moi, que je cite toujours quand on me dit « Mais oui, mais l'agriculture bio, on va tous mourir de faim parce que les rendements sont 20% inférieurs, 30%, même plus, hein, 33% de la nourriture finit à la poubelle dans tous les pays du monde. Dans les pays du Sud, c'est un problème de logistique. Ça pourrit avant d'être amené au consommateur. Chez nous, c'est des dates limites de consommation, c'est des trucs qu'on a achetés, qu'on a mis dans le frigo, qu'on n'a pas eu le temps de manger, ça pourrit chez le consommateur ou juste à côté. Et ça, c'est un vrai problème. C'est vraiment un problème d'optimisation. Donc, quelque part, vous voyez que ce que je suis en train de dire, parce que souvent, on me reproche, moi, d'avoir en creux un discours un peu agressif sur d'autres disciplines. Je viens de vous dire je viens de pointer du doigt une mauvaise économie. Mais il y a de bons économistes. Le truc, c'est qu'on ne fait pas bien son boulot seul. Et le problème, par exemple, ici, d'une surexploitation qui ne sert à rien parce qu'on jette les choses, c'est un problème systémique. Ça échappe complètement à ma discipline. Parce que là, en parlant de surexploitation, il y avait aussi une question qui parlait de l'élevage intensif. Comment ça impacte la biodiversité? On est un peu dans cette notion-là, en fait. Alors oui, voilà, ça impacte parce que on va faire des surfaces agricoles qui vont servir à nourrir le bétail. 71% de la surface agricole en Europe sert à nourrir le bétail, et en plus on apporte des tourteaux de soja, des trucs comme ça pour compléter. C'est un peu le foutoir. Après, un élevage extensif, avec du broutage à faible densité, là il y a un super papier qui est paru il y a 15 jours qui montre que les bisons sont des agents de la biodiversité parce qu'en broutant, ils vont dégager les petites herbes. Donc les plus petits vont quand même arriver à se développer, à avoir de la lumière, et en plus, en éliminant les arbres et les arbustes, ils permettent à des prairies très très diversifiées de rester. On découvre que les bisons sont des agents de la biodiversité. Bien, d'une certaine façon, quand vous regardez des prairies, des pâtures, vous avez aussi une biodiversité qui est supérieure à ce qui se passerait si vous laissez la forêt apparaître. Vous aurez quelques espèces d'arbres dominants et quelques espèces de sous-bois, et puis c'est tout. Et bien sûr, c'est supérieur à ce qui se passe quand on laboure. Donc là, on tue tout, donc il n'y a que ce qu'on sème l'année suivante, plus 3-4 mauvaises herbes. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'un élevage extensif, j'ai bien dit extensif, c'est quelque chose qui est quelque chose de compatible avec la biodiversité. Oui, 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 oui. Et en fait, la viande est un bon exemple. Nous sommes omnivores. Alors là, il y a des gens qui disent la viande, c'est pas bon pour l'homme. Que dalle, hein. Quand vous regardez le microbiote, l'homme est un primate dont le microbiote est particulièrement enrichi en espèces typiques des carnivores. Donc, on est vraiment omnivore. Bon. Et il y a des choses comme les vitamines A, D, E, K qu'on trouve surtout dans la viande, et puis certains acides aminés essentiels aussi, quoi qu'on puisse les trouver si on choisit bien les végétaux. Mais on est fabriqué pour manger de la viande. On peut très bien, par choix personnel, ne pas manger de viande. Ça, c'est parfaitement respectable. Moi, je ne veux pas être dans la bouche des autres, hein. Mais, bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux 15-25 kilos par personne et par an que recommande l'OMS, nous, on est aux alentours de 100. Et on est rentré dans la zone de toxicité. C'est-à-dire que cet excès de viande, il est clairement lié à la fréquence des accidents cardiovasculaires et par des produits produits par la viande et les microbes de notre tube digestif quand ils consomment de la viande, aussi responsable de certains cancers, notamment du tube digestif. Donc, on se retrouve dans une situation où la viande est en zone de toxicité. Alors là, on se calme, on consomme moins de viande, on pèse moins sur les écosystèmes, on oublie l'élevage intensif qui, en plus, pose des problèmes de misère animale absolument insupportable. Enfin, c'est pas qu'on puisse pas le faire bien, mais c'est quand même là où on peut vraiment merder et rendre des animaux vraiment souffrants. Et donc, on peut résoudre un problème sanitaire et un problème de poids sur l'environnement en passant, voilà, en divisant notre consommation de viande par 4 et en passant à l'élevage strictement extensif. D'accord. Surtout qu'il y a des sols
qui se prêtent à ça, hein. Les sols de l'Aubrac, les sols d'altitude en pente, les sols des Landes en Bretagne, c'est des sols, on ne peut pas les cultiver. On ne fera pas de végétaux là-dessus. Et c'est là qu'il faut faire des animaux. Désolé de faire encore de la pub, mais dans mon livre, donc, L'origine du monde sur les sols, j'explique bien qu'il y a des sols dont la logique est telle que, et je les montre, j'explique cette logique, ces sols-là, c'est pour faire de la viande. Tout ce qu'on peut faire de bien dessus. Alors qu'il y en a d'autres, au contraire, on peut faire du végétal. Donc il y a une place pour la viande, et pour le coup, le pâturage extensif, ça peut, si la charge n'est pas élevée, être réellement un facteur d'entretien d'une diversité végétale. Avec Ok. tout ce qui l'accompagne, c'est les microbes qu'il y a dans les végétaux. Ça marche. On va arriver à la fin de ce temps d'échange. Tu as cité plusieurs de tes ouvrages. On m'a demandé, mais je les mettrai dans le lien du coup, qui fera suite, dans le mail, pardon, donc qui fera suite à ces échanges. Les ouvrages que tu as cités, tu as cité Jamais seul, L'origine du monde, également la BD Sous terre. Est-ce que tu aurais peut-être un autre conseil de lecture pour les gens qui souhaitent commencer à creuser ces questions de biodiversité? Je sais que c'est large, hein, mais si tu as quelques ouvrages pour les débutants. Il y en a plein. Si vous êtes plutôt dans la philosophie, essayez de lire ce que fait Virginie Maris, qui est une philosophe de l'environnement qui fait des très jolies choses. Si vous voulez de la biologie, il y a deux choses qui me permettent de citer des collègues du muséum. À propos il y a Le sourire du pangolin de Philippe Brancola, et puis de Bruno David, le président du muséum. Alors, Philippe Brancola était directeur d'une des unités, celle où je travaille d'ailleurs, au muséum. Maintenant, il travaille dans les hautes sphères du CNRS, Le sourire du pangolin. Et il y a À l'aube de la sixième extinction de Bruno David. Qu'est-ce que sur la biodiversité, en fait, alors entre nous, je vais en parler dans mon prochain livre, mais on va oublier ça. Il y a quand même des trucs que vous pouvez trouver. Il faut penser aussi aux vidéos, hein. Et Pierre-Henri Gouillon fait partie des gens qui s'énervent un petit peu sur l'idée que la biodiversité, c'est bien et que la biodiversité, c'est les espèces, la diversité des espèces. Pierre-Henri Gouillon, Gouyon, Qui est il a notamment… spécialiste dans le MOOC. On a mis une de ses vidéos justement sur la dynamique, la biodiversité comme dynamique, qui est dans les Ça, c'est ressources. pour aller au-delà des idées reçues sur la biodiversité. Pierre Rigolo. Et il y en a un qui n'écrit pas de livre, il va falloir qu'on le chope dans un coin et qu'on lui fasse un plaquage et qu'on lui mette un crayon ou un clavier d'ordinateur entre les mains, c'est Gilles Boeuf. Il y a plein de jolies interventions de lui et on n'arrive pas à le pousser à écrire, Gilles. Gilles, il faut écrire. Parce que lui, notamment sur la biodiversité marine, il est extraordinaire. On a eu l'occasion de pas Mais mal vous avez des faire vidéos. intervenir. On se joint avec toi pour lui dire à Gilles de passer à l'écriture. On a eu l'occasion de l'avoir plusieurs fois en conférence avec Engage. Très bien. C'est trop court, c'est trop court. Oui, bah c'est toujours court avec Marc-André. Mais on va devoir s'arrêter là. On aura l'occasion de refaire d'autres choses avec toi, Marc-André, que ce soit dans le cadre du MOOC ou avec Engage. En tout cas, je vous remercie. Vraiment, je suis désolé pour les quelques questions qu'on n'a pas eu le temps de prendre. Je vous donne rendez-vous sur la plateforme. On peut continuer aussi les échanges dans le forum sur la plateforme. Et on aura l'occasion de refaire des choses avec toi, Marc-André. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, je suis en train de faire une dernière page publicitaire pour ceux qui veulent débuter par un livre pas trop prenant. Il y a les chroniques sur France Inter, les chroniques de France Inter. Ça, c'est pas prise de tête. C'est ça. Et je mettrai tout ça dans un mail, toutes les références dont on a parlé là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci de votre présence.